Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Je suis Eddadzi Ahmed, prof de sciences physiques et chimie au lycée Moulay Youssef Aoulad Belhili, direction de Taroudou. J'espère que vous allez bien, vous et votre famille et tout votre entourage. Vous savez bien que ces jours-ci, le coronavirus envahit notre planète, donc c'est mieux de rester chez soi et de ne sortir que pour quelque chose d'urgent. Alors, le coronavirus a envahi notre planète, mais cette vidéo ne sera pas consacrée au coronavirus, mais à notre planète ou bien au mouvement des planètes en général et des corps célestes comme des satellites par exemple. Donc le titre de ce chapitre qu'on va aborder aujourd'hui, il s'agit d'autres applications de la deuxième loi de Newton qu'on a déjà commencé lors des chapitres précédents. On a vu comment étudier le mouvement, bien comment déterminer la nature du mouvement d'un corps solide en mouvement. On a déjà étudié la chute verticale et la chute libre, bien sûr, et on a étudié les projectiles et les mouvements, quelques mouvements plans. Alors, on continue ces applications avec le mouvement des satellites artificiels et des planètes. Alors, on a quelques objectifs à atteindre à la fin de ce thème-là, bien ce chapitre. À savoir, reconnaître le référentiel héliocentrique et le référentiel géocentrique, savoir et appliquer les trois lois de Kepler, dans le cas d'une trajectoire circulaire et d'une trajectoire elliptique. Montrer la troisième loi de Kepler, savoir l'expression vectorielle de la loi d'attraction universelle, savoir que la force à laquelle est soumis le centre d'inertie d'un satellite artificiel ou d'une planète est une force centripète. Appliquer la troisième loi de Newton au centre d'inertie d'un satellite artificiel ou d'une planète pour déterminer la nature du mouvement. Avant de commencer ce chapitre-là, on va essayer à partir de ce chapitre de répondre à deux questions. Quelles sont les lois qui régissent le mouvement des planètes et des corps célestes en général, et comment, deuxième question, on va essayer à laquelle on va essayer de répondre, comment modéliser le mouvement d'un satellite autour d'une planète. Comme d'habitude, pour mes étudiants, ils ont déjà quelques activités à préparer avant de commencer ce chapitre-là. Donc j'espère bien que vous avez bien cherché sur les trois points que j'ai proposés. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il s'agit de trois points à chercher avant de venir ou bien avant de commencer ce chapitre, à savoir chercher quelques renseignements sur le soleil, le rayon, le diamètre, la masse, ainsi de suite. Et bien sûr, deuxième point, c'est de chercher sur les planètes, puisqu'on n'entend pas une planète, quelles sont les caractéristiques des planètes, ainsi de suite, quelques exemples de planètes. Et troisième point sur lequel faire une petite recherche, c'est de chercher sur les lois de Kepler, leurs énoncés, leurs expressions mathématiques et à quoi ça sert ces lois-là. Et bien sûr, si vous avez cherché un petit peu, il vous faut aussi quelques prérequis pour continuer ce chapitre, à savoir la loi d'attraction universelle, qu'on a déjà vu tronc commun, la deuxième loi de Newton, qu'on a déjà vu au premier chapitre concernant le thème de mécanique, la deuxième année, et enfin, on va voir le mouvement circulaire et uniforme. Donc, on va
faire un petit rappel sur ces 3 points-là avant d'aborder le premier point des objectifs qu'on a cités tout à l'heure, à savoir le référentiel héliocentrique et géocentrique. Donc on commence par la loi d'attraction universelle. On a déjà vu ça, mais on va le revoir aujourd'hui sous sa forme victorienne. Donc je vais un petit peu résumer, donc à vous d'aller voir ces paragraphes-là si vous avez des problèmes concernant ces trois points-là. Alors, pour la loi d'attraction universelle, il nous dit, ces là que à cause de leur masse, tous les corps, ils s'exercent entre eux des forces attractionnelles entre eux, donc à cause de leur masse. Si je prends par exemple 2 corps ponctuels, considérons ponctuels et sphériques, par exemple A et B, alors si celui-là a comme masse M1 et celui-là M2, alors A va appliquer une force d'attraction universelle sur B, qu'on va appeler FA sur B, et les diriger du centre de B vers A. Même chose, B applique une force d'attraction universelle qu'on va appeler F de B sur A. Ces deux forces-là ont même ligne d'action, deux sens opposés, leur point d'application pour la force appliquée par A sur B se trouve sur B, et celle-ci appliquée par B sur A se trouve en A. Alors pour l'intensité, FA sur B égale à FB sur A, qu'applique B sur A, qui égale à G. C'est une constante de gravitation universelle, qu'on appelle constante de gravitation universelle, on va voir sa valeur tout à l'heure, fois la masse du premier corps, fois la masse du deuxième, sur le carré de la distance qui sépare le point ponctuel A et B. Bien, le centre de A et le centre de B, ce sont de symétrie sphérique, bien sûr. Alors, pour G, c'est une constante qu'on a déjà dit, il s'agit de là comme valeur 6,67, 10 moins 11. Donc, ça sera Newton, mètre carré, kilogramme, moins. Ça, c'est en kilogramme, c'est là en kilogramme, et c'est là en mètre carré, et c'est là c'est en newton. Donc l'unité de G sera newton fois mètre carré sur kilogramme moins 2. Sur kilogramme au carré, c'est kilogramme moins. Alors ça c'est pour la loi d'attraction universelle. Pour la deuxième loi de Newton, on l'a déjà vu dans un référentiel galiléen. Pour un système. Donc pour un système, la deuxième loi pour un système S quelconque, ça sera la somme des forces extérieures appliquées à ce système sera égale à la masse fois AG. La masse du système AG, c'est l'accélération du centre d'inertie du système en mouvement. Ça, ce sont les forces extérieures appliquées à ce système-là. Ça, c'est bien sûr, c'est la masse est constante et les forces aussi constantes. Alors, le mouvement circulaire est uniforme. Alors, quand on dit que le mouvement circulaire est uniforme, alors le mouvement est circulaire, tout d'abord, c'est sa trajectoire est circulaire. C'est première condition. Deuxième condition, uniforme, c'est-à-dire que le module du vecteur vitesse vers V du mouvement du soleil en mouvement, c'est une constante. Donc la trajectoire doit être circulaire et la valeur du vecteur vitesse égale à une constante. Alors ça, ce sont les prérequis. Essayez bien de revoir ça parce qu'on en aura besoin au cours de ce chapitre. Donc on passe au
premier point des objectifs qu'on va discuter ensemble. Donc on commence par le premier objectif concernant les référentiels adéquats pour étudier le mouvement des satellites artificiels et des planètes. On a déjà vu que pour étudier ou bien décrire le mouvement d'un corps en mouvement, il nous faut toujours déterminer un référentiel. Et pour appliquer la deuxième loi, il faut qu'il soit un référentiel galiléen et choisir bien sûr un repère temporel et un repère d'espace et bien sûr choisir le système étudié et après faire le bilan des forces. Et après appliquer la deuxième loi de Newton. Là aussi, dans cette application, il nous faut aussi un référentiel, bien des référentiels pour étudier le mouvement des satellites artificiels et des planètes. Alors, les meilleurs référentiels adéquats pour étudier ce genre de mouvement, c'est ce qu'on appelle les référentiels héliocentriques et le référentiel géocentrique. Donc, on va commencer par le premier. Ce qu'on entend par référentiel héliocentrique, il est tout d'abord adéquat pour étudier le mouvement des planètes, par exemple la Terre, autour du Soleil. Ou bien d'autres planètes. On peut étudier les autres planètes, Mars ou bien d'autres planètes autour du Soleil. Donc on va toujours utiliser ce qu'on appelle le référentiel héliocentrique. Ça veut dire le référentiel héliocentrique. Il est lié au référentiel Soleil. Il a comme origine le centre du Soleil, S, et le repère est constitué de trois axes qui sont dirigés vers trois astres fixes. Trois astres fixes. Donc je vais faire ça comme ça. Donc les repères, il y a les axes du repère comme ça, approximativement. Donc ce repère-là sert dans ce repère qu'on va considérer comme galiléen. C'est dans ce référentiel qu'on va étudier le mouvement des planètes comme la Terre. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le référentiel héliocentrique. Donc, qu'est-ce qu'un référentiel héliocentrique? C'est dans le centre et le centre du Soleil, et dans les trois axes sont dirigés vers trois astres fixes qu'on considère fixes par rapport au Soleil. Alors maintenant, pour étudier le mouvement des satellites artificiels, par exemple, autour de la Terre, qui tournent autour de la Terre, ou bien pour étudier, par exemple, le mouvement de la Lune qui gravite ou bien qui est en révolution autour de la Terre. Dans ce cas-là, on utilise le référentiel Terre, dont on choisit le point, bien l'origine du repère qui est lié à ce référentiel et le centre de la Terre dans ce cas. Et bien sûr, les axes sont dirigés vers trois astres fixes. Donc c'est ce qu'on appelle le référentiel géocentrique. Donc qu'est-ce qu'un référentiel géocentrique, pardon, c'est le référentiel Terre et à lequel il est lié bien sûr un repère dont le centre, bien l'origine, et dont le centre de l'air est confondu avec le centre de la Terre. Et les trois axes sont dirigés vers trois astres fixes. Alors, le référentiel géocentrique est en révolution, bien en mouvement de translation elliptique autour du Soleil, c'est-à-dire que ces axes-là sont en translation, c'est-à-dire qu'ils restent parallèles à eux-mêmes durant le mouvement de la Terre autour du Soleil. Alors, ce sont les deux référentiels qu'on va utiliser. Donc, si on veut étudier le mouvement d'une planète, par exemple la Terre autour du Soleil, c'est mieux de choisir le référentiel héliocentrique comme référentiel galiléen. Si on veut choisir, ou bien on veut étudier le mouvement de la Lune ou bien des satellites, on choisit le référentiel géocentrique. Alors, vous savez bien que la Terre tourne autour de son axe de révolution en même temps que son mouvement autour du Soleil. Alors, elle fait un tour dans un jour qu'on appelle un jour sidéral. Un jour sidéral, il est égal à 23h56
minutes. Alors que le jour qu'on connaît, c'est 24 heures, mais le jour sidéral, c'est 23h56 minutes. Alors, la période de révolution de référentiel géocentrique autour du Soleil, ça se fait en 365,25 jours. C'est la période de révolution de la Terre autour du Soleil. On passe donc à deuxième paragraphe ou bien deuxième objectif. Alors, passons maintenant aux lois de Kepler. Elles sont trois lois. On va commencer par la première loi, qu'on appelle aussi loi des trajectoires elliptiques. Loi des trajectoires elliptiques, c'est la première loi de Kepler. Première loi de Kepler. Alors, cette loi, puisqu'il nous dit que la trajectoire des planètes. Alors, tout d'abord, ces trois lois de Kepler s'appliquent aux planètes en mouvement autour du Soleil. Alors, cette première loi nous indique que le centre du planète, lors de son mouvement autour du Soleil, est une trajectoire elliptique dont le Soleil occupe l'un des foyers de cette ellipse. Alors, puisqu'on appelle en géométrie une ellipse, ce sont l'ensemble des points qui vérifient la condition PF plus PF' égale à une constante qui est égale à 2A. Égale à 2A. Avec A, c'est la longueur du demi-grand axe A', c'est de là jusqu'au là. C'est la moitié de cet axe-là, ce qu'on appelle A. Alors, cette deuxième loi nous indique que le mouvement le mouvement du centre, c'est-à-dire que le centre de toutes les planètes décrivent une trajectoire elliptique autour du Soleil, et bien sûr, tel que le Soleil occupe l'un des foyers de cette ellipse-là. Donc ça, c'est la première loi de Kepler. On passe à la deuxième loi de Kepler. Alors, passons à la deuxième loi de Kepler, qu'on appelle loi des aires, bien loi des surfaces. Donc les aires ici, ça exprime, c'est ce qu'on appelle les surfaces. Une surface ou bien l'air. On ne pas confondre avec l'air qui est constitué du diazote et du oxygène. Alors, on parle de la surface. Alors, pourquoi elle s'appelle loi des aires? Si on prend le centre du Soleil et le centre du planète, ce segment-là qui relie ces deux centres-là, SP, s'il balaye une certaine surface pendant ΔT, et qu'il, donc, durant ce même ΔT, il va balayer une autre surface qui doit être égale à S, c'est-à-dire que ce segment de droite SP balaye des aires qui sont proportionnelles au temps mis pour balayer cette surface-là. Donc, pour bien comprendre, si on prend cet exemple-là, P par exemple, part de ce point-là et arrive à ce point-là. Donc, le segment SP va balayer la surface S durant ΔT. Alors, par exemple, cette planète-là arrive à ce point-là et elle balaye cette surface-là durant ΔT, alors cette surface-là doit être égale à cette surface. Si elle balaye, par exemple, en 2 secondes, cette surface, alors toujours il va balayer en 2 secondes les mêmes surfaces. C'est ça ce qui exprime la deuxième loi de Kepler. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ce qu'il faut bien comprendre de là, c'est que la planète, quand elle s'approche, quand elle est près du Soleil, du côté qui est près du Soleil, quand elle se rapproche du Soleil, sa vitesse augmente, bien sûr, pour balayer cette distance-là qui doit être égale à celle. Donc, vous voyez bien que cette surface-là, étant égale à cette surface-là, mais ce contour-là, ils sont différents. Donc, pour parcourir cette distance
en même temps que là, donc il faut que la vitesse augmente. Il faut que la vitesse augmente. Alors que là, pour qu'il soit égal à la surface qu'il a balayée là, il faut que la vitesse du planète diminue. Donc en conclusion, quand la planète s'approche du Soleil, sa vitesse augmente. On passe à la deuxième loi de Kepler. Alors pour la deuxième loi de Kepler, qu'on appelle loi des périodes. La période, c'est la durée de révolution du planète autour du Soleil. C'est-à-dire le temps que mit la planète pour parcourir cette trajectoire en une révolution. Alors, c'est ce qu'on a noté, les temps secondes au système international. Alors, la troisième loi de Kepler indique que le carré de ce temps, T au carré, que met le planète pour faire un tour, est proportionnel au cube du demi-grand axe, c'est-à-dire de A. Donc T carré est proportionnel à, c'est-à-dire, ce que cela veut dire, que T au carré, la période au carré, sur A au carré, c'est une constante pour, il faut bien faire attention, pour toutes les planètes, pour toutes les planètes. C'est-à-dire que cette constante-là est la même pour toutes les planètes. C'est-à-dire que c'est, par exemple, je prends la Terre et Mars. Alors, la Terre va faire un tour pour une période T. Dans ce cas-là, il aura bien sûr une certaine longueur de demi-axe A, bien déterminée. Donc ça c'est pour la Terre par exemple. Et si je prends par exemple pour Mars par exemple, alors dans ce cas-là, ça sera la même chose, la période T' de Mars au carré sur A' au cube de sa trajectoire elliptique autour du Soleil doit être égale à une constante. Cette constante-là doit être égale à celle-là. C'est la même pour la Terre et pour Mars. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi des périodes. Donc en résumé, on a trois lois de Kepler. Première loi de Kepler, c'est la loi des trajectoires elliptiques, c'est-à-dire que la trajectoire de toutes les planètes autour du Soleil est une ellipse, et on a défini tout à l'heure. Dans le Soleil, bien sûr, occupe plein des foyers de l'ellipse. Deuxième loi de Kepler, c'est la loi des airs, c'est-à-dire que durant une même durée d'état le segment qui relie le centre du Soleil et le centre de la planète balaye les mêmes surfaces en même delta T, c'est-à-dire que ces surfaces balayées sont proportionnelles au temps. Troisième loi de Kepler, loi des périodes, puisqu'ils nous disent que le carré de la période de révolution d'une planète autour du Soleil est proportionnel au cube du longueur du demi-axe de cette ellipse décrite par la planète envisagée. Alors ça, ce sont les trois lois de Kepler. On passe maintenant au prochain point. Alors, on passe maintenant au troisième paragraphe concernant la loi de gravitation universelle. Au début du chapitre, on a déjà évoqué cette loi, mais sa forme qui n'est pas vectorielle. Alors on va revoir cette loi, mais sous sa forme vectorielle. Donc la différence de ce qu'on a vu en commun, c'est qu'on va voir sa forme, comment l'écrire sous sa forme vectorielle. Alors, supposons qu'on a deux corps A et B, de masse MD, MA, on va les considérer comme ponctuels, c'est-à-dire de symétrie sphérique. Alors, on suppose que la distance qui sépare le centre du premier au deuxième, c'est la distance, on va l'appeler R. R, c'est la distance AB, puisqu'on les a considérés comme ponctuels. Alors, à cause de leur masse, les corps A et B s'exercent entre eux des forces attractionnelles. A
applique sur B une force qu'on note F A sur B, il est dirigé de B vers A, comme ça. Alors, il est plus judicieux d'utiliser un vecteur unitaire qu'on va appeler, par exemple, UAB. C'est un vecteur unitaire, c'est-à-dire dans la norme UAB égale à 1, un vecteur unitaire dirigé de A vers B. Donc, F A sur B va être égal à moins G M A fois la masse de B sur R au carré U A B. C'est-à-dire qu'il est dans le sens contraire de U A B. De même, B applique une force sur A, comme ça, on va appeler FB sur A. Alors, l'expression de FB sur A va être écrite sur cette forme-là. Donc, ça sera moins GMA MB sur R au carré. Cette fois-ci, il n'y a pas de moins. Il est dans le sens de UAB, du vecteur U, unitaire UAB. Et on voit bien que FA sur B égale à moins FB sur A. C'est ce qu'on a vu en tronc commun, c'est que la norme de FA sur B égale à FA sur B doit être égale à FB sur A en valeur absolue ou bien en norme. Donc ça, c'est la forme de la loi de gravitation universelle sous sa forme vectorielle. Faites bien attention au vecteur unitaire pour bien écrire convenablement le signe convenable. Donc FAB dans le sens contraire du UAB, donc il y aura un moins UAB. FB sur A est dans le même sens que UAB, donc il y aura un certain plus. Alors, pour l'unité de la constante de gravitation universelle G, on l'a déjà vu, donc G égale à 6,67 fois 10 moins 1, système international. On a vu en tronc commun que l'unité de G sera, ça c'est le Newton, ça c'est le kilogramme au carré, et ça c'est le mètre au carré. Donc ça c'est sans unité, donc ça sera en système international, ça sera Newton, mètre au carré, kilogramme moins 2. Mais on sait aussi, d'après la deuxième loi de Newton, que la somme des forces extérieures égale à MAG. Donc ça sera c'est en Newton, la masse est en kilogramme, et là c'est en mètres secondes moins 2. Donc je remplace les Newton avec ces unités-là. Donc j'obtiens le kilogramme, mètre, seconde, moins 2, fois mètre carré, fois kilogramme, moins 2. Donc G aura comme unité aussi, kilogramme avec le kilogramme, ça sera kilogramme moins 1, mètre fois mètre, ça sera mètre cube, et bien sûr, ça sera ici seconde, moins 2. Donc G aura aussi comme unité mètre cube, seconde, moins 2, kilogramme, moins 5. Donc on passe maintenant au paragraphe numéro 4. On va discuter le mouvement circulaire uniforme. Alors pourquoi évoquer ce mouvement-là? C'est qu'on va utiliser ce genre de mouvement au cours de ce chapitre-là pour modéliser bien sûr le mouvement des planètes ou bien des satellites autour d'une planète. Et on va voir la relation qui existe avec l'accélération normale et tangentielle, et on va discuter ça bien sûr dans la base de Freinet. Alors on passe au mouvement circulaire uniforme. Alors on suppose qu'un point M, un solide ponctuel M, décrit une trajectoire circulaire de rayon R de centre. Alors pour positionner le mobile lors de son mouvement,
bien sûr, on va utiliser les abscisses, soit l'abscisse curviligne, soit l'abscisse angulaire. Alors, c'est le mouvement est circulaire, la trajectoire est circulaire. S'il est uniforme, bien sûr, le module du vitesse égale à une constante. Alors, on sait que la vitesse, vecteur vitesse, est toujours tangent à la trajectoire. Donc, au point M, là, à cet instant-là, V, vecteur vitesse, sera tangente à la trajectoire. Or, la tangente est toujours perpendiculaire aux trajectoires à chaque point. Donc, le vecteur vitesse, dans un repère de freinée, par exemple, puisque le mouvement est plan, le mouvement circulaire est plan, donc on peut prendre vecteur unitaire qu'on va appeler U de T, unitaire tangentiel, UN, normal, du base de freinée, UTN. Donc V, vecteur vitesse V, est porté par cette trajectoire. Donc on peut écrire V fois U de T, qui est tangentiel. On peut écrire aussi l'accélération de le repère de freinée égale à tangentiel fois U de T plus A normal fois UN, qui peut s'écrire comme D de V sur D de T, U de T, plus V carré sur R, U, UN. Ça, on l'a déjà vu. On a déjà exprimé l'accélération dans la base de V de freinée. Alors, tout d'abord, on va définir la vitesse angulaire. Alors, la vitesse angulaire, c'est d θ sur d de t, puisque le mouvement est uniforme, le mouvement est circulaire et uniforme, on peut écrire que égal à 2p sur t. C'est tel que 2p, c'est l'angle parcouru, c'est-à-dire pour un tour, ça correspond à 2p. Cette distance-là va être parcourue en une période t, qui est la période du mouvement, qui peut être égale à 2p. Donc on peut écrire que t égale à 2p sur oméga. Oméga. Alors, on sait que v est une constante, donc d de v sur d de t égale à 0. C'est-à-dire que A étant égal à v carré sur r sur u et n. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'accélération, elle est portée par cette direction-là, mais elle est vers le centre de la trajectoire, puisque v carré est positif, r est positif. Dans ce cas-là, donc A, n est dans ce sens-là. A, n est dans ce sens-là. Donc, vous voyez bien que l'accélération n'est pas nulle. La dérivée de la vitesse est égale à 0, mais l'accélération n'est pas nulle. Elle est dirigée vers le centre de l'eau. On dit qu'il est à chaque instant centripète, c'est-à-dire vers le centre de la trajectoire. Elle est sous cette forme. Alors, d'après le principe fondamental, la deuxième loi de Newton, on peut écrire que la somme des forces extérieures appliquées au système étant égale à m A, qui est égal à m v carré sur r u un, égal à un. Donc on voit bien, pour que le mouvement soit circulaire et uniforme, il faut que la somme des forces, la résultante des forces appliquées au système, il faut qu'il soit centripète aussi. Alors ça c'est concernant le mouvement circulaire et uniforme. Alors faites bien attention. D de V sur D de T égale à 0, ça ne veut pas dire que l'accélération est nulle, non. Seulement l'accélération tangentielle qui est nulle. Mais l'accélération centripète n'est pas nulle. Donc l'accélération, il est centrée.
Donc, en conclusion, pour avoir un mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire A égale à V carré sur A n, il faut que la résultante des forces appliquées au système soit centripète. Alors là, on peut avoir qu'il est égal aussi à V sur R aussi, qui est égal, donc 2P sur oméga, donc égal à 2P R sur V. Alors, passons à l'étude dynamique du mouvement d'une planète autour du Soleil. Considérons une planète P de masse M située à cette position-là et la masse, bien le Soleil, pardon, S, est dans ce point-là, S. De masse grande M, S. Donc ça c'est le Soleil et ça c'est la planète qui gravite autour du Soleil. Donc on veut étudier le mouvement de cette planète, bien sûr. Le référentiel adéquat, c'est le référentiel héliocentrique. Dans le centre se trouve le centre du Soleil et les axes dirigés vers des astres fixes. Donc appliquons la deuxième loi dans ce référentiel. Pour appliquer cette loi-là, comme on a dit auparavant, il faut choisir le référentiel. C'est le référentiel héliocentrique. Et bien sûr choisir le système. Le système, c'est la planète P. Bilan des forces appliquées au système. Bilan des forces appliquées au système. Le système, dans ce cas-là, c'est le poids. Il subit l'action, la force d'attraction universelle appliquée par le Soleil sur Terre et qui sera dans ce sens-là, ça sera P comme ça. Ce sera F appliqué par le Soleil sur la planète. Alors, introduisons un vecteur unitaire qu'on va appeler U S P, dirigé de S vers P. Pour le repère de Fresnel, N, je vais utiliser l'autre. Donc N, vecteur unitaire aussi normal de Fresnel qui a avec UT. UT tangentiel à C. Donc, bilan des forces, ça sera F, S sur P. On a déjà vu l'expression, les deux sens inverses de USP, donc moins G, la masse du planète, fois la masse du Soleil, sur la distance qui sépare les deux qu'on va noter R, distance centre du Soleil, centre du planète, ça sera égal à R au carré. Vecteur unitaire USP. Alors, USP étant égal à moins N, sont de sens opposé. Donc, je peux écrire F, S, P sous cette forme-là, F sur P, moins G, M, MS sur R au carré. Donc, moins USP, je vais la remplacer par N. Donc on voit bien que cette force-là, elle est centripète, c'est-à-dire qu'il est vers le centre du trajectoire. Alors ça va être égal, bien sûr, à M de la planète fois A. D'autre part, on peut écrire A sur la forme de A tangentiel U de T, dans le repère de Fresnel, fois AN, ou bien suivant N, on a utilisé N, donc je vais utiliser N, donc ça sera V carré sur R fois N. Donc, ce qui va être écrit sous cette forme-là, donc M fois AT, c'est sans flèche, donc ça sera B de V sur D de T fois E de T plus V carré sur R fois N. Donc ce que revient à dire que l'accélération est aussi centripète, l'accélération étant centripète, ce qui veut dire que D de V sur D de T égale à
à 0. Donc on peut écrire notre loi Fs, ou bien pardon, je vais écrire directement. Donc ça sera GMMS sur R au carré doit être égal à M V carré sur R fois N, puisque dV sur dVt égale à égale à 0. Ça c'est fois N, au sens de N. Donc d'après tout ça, on peut écrire directement que V au carré, et quand je vais simplifier par R, je vais simplifier par M, ça nous reste GMS. Donc V carré égale à GMS sur R. Sur R. Alors, comme conclusion de tout ça, on voit bien que le mouvement est du planète autour du Soleil est circulaire et uniforme. Et circulaire et uniforme. Comme conclusion, le mouvement, ou bien l'accélération est centripète, après ce qu'on a vu là, elle est centripète, et bien sûr le mouvement du planète autour du Soleil dans ce repère héliocentrique est circulaire et uniforme. Alors pour la période, le mouvement est circulaire et uniforme, on a déjà vu la relation de la période, on sait que T égale à 2P sur oméga, qu'on a écrit aussi sous la forme de P, on va remplacer oméga par V sur R. Donc R, 2P, V sur R. Voilà, donc on sait, pour faire un petit rappel, on sait que S égale à R θ, c'est-à-dire que V égale à R oméga. Cela veut dire que oméga égale à V sur R. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai remplacé oméga par V sur R. Donc, ce sera V fois R. Donc, 2PR sur V. Donc, pour s'assurer, ça c'est le mètre, mètre en seconde moins 2, mètre avec mètre, donc ça sera le seconde. Donc, c'est bon. Donc, 2PR sur V. Mais d'après ça, d'après cette relation-là, on a aussi que V carré égale à G MS sur R. Donc d'après cette relation-là et cette relation-là, donc je vais l'écrire ici, 2PR sur V. Donc d'après cela, je peux écrire T au carré égale à 4P au carré R au carré sur V au carré. Donc je remplace V au carré par son expression, j'obtiens que T au carré égale à 4P au carré R au carré sur V au carré qui est GMS fois R, ce qui va me donner 4P au carré R3 sur GMS. Cela va me donner que T carré sur R3 égale à 4P au carré. Donc T carré sur R3, 4P carré sur GMS. Alors, si vous remarquez bien, on retrouve la troisième loi de Kepler qui nous dit que le carré de la période de révolution de la planète autour du Soleil est bien sûr est proportionnel au cube du rayon du demi-grand axe de l'hélice. Dans ce cas-là, il s'agit bien sûr d'un cas particulier d'un cercle. D'un cercle. Donc vous voyez bien que cette constante-là, T carré sur R3 égale à une constante. Cette constante-là, elle ne dépend pas de la planète. Il n'y a pas quelque chose qui caractérise la planète ici. Elle ne dépend que, bien sûr, de la masse, bien du Soleil. Du Soleil, donc elle ne dépend pas de la planète. C'est pour cela qu'on a dit auparavant que T carré sur R3, c'est une constante qui est la même pour toutes les planètes, puisqu'elle ne dépend pas des planètes, mais elle dépend du Soleil. Alors, passons maintenant à l'étude du mouvement des satellites autour de la Terre. Tout à l'heure, on a vu le mouvement
du planète autour du Soleil, on a démontré que le mouvement du planète autour du Soleil peut être considéré comme circulaire et uniforme d'après ce qu'on a vu auparavant. Alors, voyons maintenant pour les satellites autour de la Terre. Alors, les satellites, ce sont des satellites artificiels qui gravitent, bien qui tournent autour de la Terre. Même chose pour la Lune. La Lune aussi, d'un satellite de la Terre, donc elle peut être aussi étudiée de la même façon. Alors, puisqu'on étudie le mouvement autour de la Terre, le référentiel le mieux adapté pour ce cas-là, c'est le référentiel géocentrique, dont le centre est confondu avec le centre de la Terre et bien sûr les trois axes sont orientés vers trois astres fixes. Donc dans ce référentiel-là, appliquons la deuxième loi de Newton. Le système étudié étant la planète, bien sûr, les forces appliquées au système, c'est-à-dire au satellite, c'est la force appliquée par la Terre, F de la Terre sur le satellite. Le satellite, FTTH. Alors, le satellite se trouve à une hauteur de la surface de la Terre qui est égale à H, c'est-à-dire de là jusque là, c'est H. RT, c'est le rayon de la Terre. Bien sûr, et LMT, c'est la masse de la Terre. Donc, F T sur satellite a été écrite, moins G, la masse du satellite, fois la masse de la Terre, sur la distance qui sépare le centre de. Donc, la distance qui sépare celle-là, c'est H plus RT. Donc, ce sera H plus RT, le tout au carré, qui doit être vers un vecteur unitaire qu'on va appeler UT satellite. UT satellite. Donc, ce sera U de la Terre vers le satellite. Et bien sûr, le vecteur normal N est dirigé dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'on a toujours UT satellite égale à moins N, vecteur normal. Alors, d'après cette expression-là, on obtient que F, il est centripète G petit m, mt sur rt plus h, h au carré point n. Donc, il est centripète. De même, pour bien sûr, l'accélération, elle est aussi centripète. Alors, si la force est centripète, cela veut dire que la trajectoire de la satellite, du satellite, la trajectoire du satellite, elle est circulaire, puisque F, elle est centripète, donc la trajectoire, elle est circulaire. Alors, de même, on a aussi que U bien d de V sur d de t, il est égal à 0, puisque l'accélération tangentielle n'existe pas, il est égal à 0. Cela veut dire que le mouvement, il est uniforme. Donc, en conclusion, le mouvement du satellite autour de la Terre est circulaire, uniforme. Alors, on peut exploiter la deuxième loi de Newton pour trouver l'expression de la vitesse et de la période de révolution. Donc, comme ça, on peut écrire que Gmt sur RT plus H au carré, et elle doit être égale, bien sûr, à mv carré sur R. Sur R, mv carré sur R, qui est égal à RT plus H. Alors, ça c'est l'expression de l'accélération normale, et là c'est l'expression de la force. Donc, à partir de ces deux relations, on peut simplifier par M et retrouver l'expression de V carré. Donc, V carré, donc je simplifie aussi par là. Donc, ça sera GMT sur RT plus
plus H. Alors, de la même manière, l'expression de la période T, on l'a déjà trouvé, égale à 2P sur oméga, qui est égal à 2P, donc 2PR sur V. Hein, sur V. Si je fais au carré, j'obtiens ici 4, ça sera ici au carré, 4P au carré, R au carré, V au carré. Donc je remplace V au carré par son expression, j'obtiens que T au carré étant égal à 4P au carré, donc R au carré sur V au carré, donc V au carré, ça sera RT plus H sur GM de la Terre, la masse de la Terre. Donc ça c'est l'expression. Alors j'ai fait ici, on appelle 4P au carré, donc ça sera ici, j'ai oublié, ce sera ici. Donc, ce sera RT plus H, tout au carré là. Donc, ça va donner 3, donc à la puissance 3. Donc, vous voyez bien que la période de révolution du satellite autour de la Terre ne dépend que de sa hauteur. Elle ne dépend pas de sa masse ou bien de quelque chose d'autre, elle ne dépend que la hauteur à laquelle il existe le satellite. Et bien sûr, il dépend de la Terre, hein, la masse de la Terre. Donc, en conclusion, comme ça, on trouve que le mouvement d'un satellite autour de la Terre est circulaire, puisque la force elle est centripète, et l'uniforme, puisque la vitesse, la dérivée de la vitesse est constante. Ou bien la vitesse elle est constante, donc elle est uniforme. Et on voit aussi que la période de révolution de ce satellite ne dépend que de sa hauteur. Donc, tant que la hauteur augmente, bien sûr, la période va augmenter. On voit aussi la deuxième loi de Kepler est toujours vérifiée, Comme ça, on arrive à la fin de ce chapitre. Ce qu'il faut retenir à partir de ce chapitre sont les deux référentiels et savoir lequel de ces deux-là est utilisé, ça dépend de la situation. Donc, s'il s'agit du mouvement autour de Soleil, on utilise le référentiel héliocentrique. S'il s'agit du mouvement autour de la Terre, on utilise le référentiel géocentrique. On considère les deux galiléens dans ces conditions-là. Deuxième chose qu'il faut retenir, ce sont les trois lois de Kepler. Et la dernière chose, c'est que la période de révolution ne dépend que du Soleil dans le premier cas, et dans le deuxième cas, il dépend bien sûr de la Terre. Et pour le satellite, il ne dépend que de sa hauteur, et ne dépend pas de sa masse. On verra, Inch'Allah, pour des applications concernant ce chapitre. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابقوا في منازلكم واهتموا بدروسكم، لا داعي للخروج. يجب أن نتحمل أو أن نتحمل المسؤولية وأن نحس بالمسؤولية التي نتحملها على عاتقنا في هذه الظرفية التي تعيشها بلادنا، وبتضامننا إن شاء الله سنتجاوز هذه المعضلة أو هذه الآفة. حفظنا الله وإياكم منها. Au revoir.